I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous dans votre émission de décryptage de l'actualité. C'est l'une des pires crises de l'histoire de Facebook. Le scandale Cambridge Analytica vient de faire perdre au réseau social des milliards de dollars en bourse. Cette entreprise britannique est accusée d'avoir subtilisé 30 à 50 millions de données personnelles à des usagers de Facebook au profit de la campagne de Donald Trump. Elle aurait réussi à établir le profil psychologique des futurs électeurs américains et de les détourner de leurs intentions de vote à travers des mails ou la mise en avant d'articles de presse. Une première mondiale qui pose d'énormes questions. Plus besoin de fake news pour manipuler l'opinion publique. Alors jusqu'où ira cette affaire? Quelles leçons en tirer? Peut-on imaginer un impact sur la marque Facebook à long et moyen terme? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Ayman Cheraghi, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Amine Dury également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Un responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon et les produits piratés en provenance du Maroc qui pèsent 1,27 milliard de dollars. C'est le dernier chiffre communiqué par l'OCDE. Alors comment fonctionne aujourd'hui la contrefaçon au Maroc? Quel est son impact sur l'économie? Et peut-on vraiment en finir? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Réaction, questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Jusqu'où ira l'affaire Cambridge Analytica? Amine Dury, pour bien décoder, vaut mieux savoir de quoi on parle concrètement, parce que ça ne parle pas encore suffisamment à beaucoup d'auditeurs, cette affaire. Comment elle a éclaté? Tout a débuté par des articles de presse, de la presse américaine le week-end dernier. De quoi il s'agit concrètement? Alors concrètement, on est en 2016, on est en pleine campagne électorale américaine. Un proche conseiller de Donald Trump va s'adresser à une société donc qui est spécialisée en communication stratégique et en communication stratégique et big data qui s'appelle Cambridge Analytica. Donc l'idée c'est quoi? C'est de construire un logiciel qui est capable de prédire et d'influencer le vote des électeurs. Alors, quand on parle de big data, pour construire ce type de logiciel, il faut de la data justement. Alors comment ils s'y sont pris? Tout simplement, ils se sont servis d'un prête-nom, donc un docteur de l'université de Cambridge, qui est allé voir Facebook, qui leur a proposé une application qui a été installée, et chaque fois qu'on utilisait cette application, chaque fois qu'un internaute utilisait cette application sur Facebook, bah, automatiquement ça scrapait toute l'information personnelle liée à cette personne et scrapait également tous les amis liés à la personne qui répondait au questionnaire en ligne. Et c'est comme ça qu'ils se sont appropriés cette donnée. Suite à cela, ils ont construit des données comportementales ils ont construit différents profils et en fonction de ça, évidemment, ils ont orienté la publicité en faveur de Donald Trump. Et évidemment, c'était beaucoup plus facile quand on a un profil comportemental, c'est-à-dire concrètement que pour un profil, par exemple, un électeur stressé, on lui a balancé une information sur une proposition de Donald Trump sur la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Et voilà, et puis c'est comme ça qu'il a gagné des voix. Ouais, donc on envoyait des mails, on mettait en avant des informations qui étaient susceptibles d'encourager au vote Donald Trump ou au contraire de ne pas encourager pour le vote Hillary Clinton. En tout Exactement, cas. C'était l'objectif. C'est quand même assez incroyable parce que c'est la deuxième affaire qui concerne les élections américaines de 2016, c'est après les Russes qui étaient déjà soupçonnés d'avoir manipulé une partie de l'opinion publique américaine à travers Facebook. Ayman Cheraghi, là ça commence à faire un petit peu beaucoup pour Mark Zuckerberg et le réseau social qui compte 2 milliards d'utilisateurs sur Terre. Absolument. D'ailleurs, en parlant de ça, le procureur spécial aux États-Unis chargé de l'affaire de l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016, qui s'appelle Robert Mueller, ce procureur avait montré un document prouvé que Facebook a été utilisé, parfois à son insu, parfois non, pour diffuser d'ailleurs des informations de propagande par rapport à la candidate démocrate Hillary Clinton. Donc maintenant, ce n'est plus un secret, effectivement, comme vous le dites Landré, c'est la deuxième fois maintenant où Facebook est accusé du doigt, et il est coupable dans les deux optiques, soit
qu'il était au courant ou bien qu'il n'était pas au courant, c'est-à-dire que la data personnelle de ces utilisateurs peuvent être siphonnée et utilisé par des entreprises partenaires ou bien sous-traitantes. Bon, on est sur 2 affaires, peut-être qu'il y aura d'autres affaires. Absolument. On peut se poser la question s'il n'y a pas d'autres affaires qui sont pour l'instant cachées à l'opinion publique internationale et qui seront révélées peut-être dans les prochains mois ou les prochaines années. Et j'estime que, parce que le choc était tellement grand, je me rappelle lorsque Donald Trump était élu président, le choc était tellement grand que personne ne comprenait comment est-ce que ce gars a gagné les élections. Maintenant, on commence un peu à voir les petites pièces du puzzle, et là on se rend compte que derrière l'équipe de la campagne électorale de Donald Trump, et il y a toujours aux États-Unis un candidat à la présidentielle a un directeur de campagne, et sous son égide 2 directeurs de campagne. Le directeur de la campagne qui s'appelle offline et le directeur de la campagne online. Et la guerre de la campagne online devient beaucoup plus déterminante et beaucoup plus féroce, parce que sur le terrain, c'est effectivement Clinton qui gagnait, mais là sur la partie en ligne, c'est grâce à la partie en ligne que Donald Trump a pu renverser la tendance. Est-ce qu'il n'y a pas manipulation aussi peut-être de la part des démocrates dans ces révélations, notamment de la part des Russes, sur une possible manipulation, et maintenant cette société britannique, on peut peut-être aussi imaginer qu'il y a un bras démocrate qui soit à l'origine de ces révélations. L'enquête est en cours et nous sommes tous très curieux de savoir qu'est-ce que cela va donner. Maintenant, pour l'essentiel du sujet, c'est qu'aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui ont la data, qui ont l'information, qui ont la capacité de compiler de milliards et de milliards de bytes et de sortir de ce grand filet informatique des informations ciblées et des stratégies d'action sur le terrain. Ça se montre, et de plus en plus aux États-Unis aujourd'hui, ça devient monnaie courante dans les élections présidentielles, mais avec cette campagne de Donald Trump, ils ont poussé un peu les limites un peu trop loin, dans la mesure où on passe vers ce qu'on appelle un ciblage psychométrique jusqu'au point de vous donner un message qui correspond à votre degré d'anxiété, de paranoïa, de peur et de crainte par rapport au futur de vos enfants, au futur de ceux que vous aimez, etc. C'est vraiment trop poussé pour la big data. Les fake news, c'est ringard maintenant à Midori. Alors que les États commencent à plancher, notamment ici au Maroc ou encore en France, à des propositions de loi pour contrecarrer les fake news, là on est passé dans une autre dimension en l'espace de quelques semaines. Oui, effectivement, on parle plus de fake news, on parle de données légalement, de données légales qui ont été utilisées à de mauvaises fins. Maintenant, vous avez parlé vous avez utilisé un terme qui est, à mon avis, très juste, manipulation. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut retenir de tout ça. C'est-à-dire que je reprends les propos d'un spécialiste en réseaux sociaux qui s'appelle Fabrice Ebelpoint, et qui, lui, parle clairement d'un danger des réseaux sociaux pour la démocratie. Parce qu'on parle clairement de manipulation des masses, que ce soit les Russes. Les Russes, c'est un peu moins gros. C'est-à-dire que, en fait, il faut être clair. Ce qui s'est passé dans ce cas Cambridge Analytica et dans le cas des Russes, en fait, on s'est servi des réseaux sociaux, mais c'est leur objectif premier, c'est de collecter de la donnée. Quand vous utilisez Google, quand vous utilisez Facebook, il y a vous êtes tracé. Donc l'objectif c'est de pouvoir vous vendre de la publicité. On s'est servi des finalités de ces réseaux sociaux et de Google par exemple pour justement, on les a utilisés à d'autres fins, mais ça reste toujours de la manipulation. On utilise les données à des fins politiques, mais ça reste la même chose. Et là où est le véritable danger pour nos démocraties, c'est qu'aujourd'hui concrètement on est surveillé. Quand on utilise Facebook aujourd'hui, on pense que c'est un outil très sympa, mais en réalité on donne quelque chose qui a énormément de valeur, c'est nos données personnelles. On donne accès à nos données personnelles et on a vu quelle utilisation on pouvait faire. Et là où, par exemple, l'Europe, mais le Maroc aussi est menacé, nous sommes menacés, c'est que tout simplement, aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ils sont américains. Demain, si on veut, et clairement, si demain, on veut faire l'objet de manipulation via des messages ciblés des utilisateurs Facebook, ils peuvent très bien le faire. On peut imaginer peut-être des partis politiques
Ayman Cherragui, qui pourrait réfléchir plus tard dans des campagnes ici législatives au Maroc à utiliser ce type de logiciel? Pas forcément lié à Cambridge Analytica, mais à d'autres sociétés. Il y a un danger, il y a une question qui se pose en tout cas. Et c'est possible, et c'est facile, et c'est simple. C'est une question de pognon et d'argent misé. Un parti politique marocain peut effectivement s'acheter les services d'un prestataire qui va par la suite déposer une demande officielle auprès de la direction de Facebook pour installer une application qui va vous parler ou là vous demander en général quel est le Maroc dont vous rêvez, etc., et avoir de l'information. Et par la suite cibler quelles sont les régions, bien sûr, via Facebook, et cette information est déjà disponible sur la page Facebook d'un parti politique. On peut savoir par exemple que 70% de nos fans appartiennent à la région telle. Et du coup, il est tout à fait légitime que le secrétaire général fasse plus de nombre de tournées et de speeches publics dans cette région que dans d'autres, parce que c'est à peu près notre fief électoral digital, présumé, etc. Est-ce qu'on peut vraiment s'en prémunir ? Bon, maintenant, s'en prémunir, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que la dynamique est lancée et Facebook légalement détient ces informations. Il ne force personne pour les donner. C'est l'utilisateur qui le fait lui-même. Et maintenant, rien. Vraiment, c'est pas la peine d'aller vers l'application spéciale à installer. Uniquement par l'analyse des chiffres et des statistiques de la page, on peut sortir avec une stratégie politique et une stratégie électorale en bonne et due forme. Oui, effectivement. Et uniquement sur la base. Ça n'est pas nécessairement quelque chose d'illégal. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la stratégie. C'est comment on utilise aujourd'hui les outils à notre disposition. Aujourd'hui, on va se servir. C'est vrai que Trump a été le premier réellement homme politique à utiliser, certes d'une manière illégale, mais à utiliser les réseaux sociaux pour son élection. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce sera de plus en plus le cas. En tout cas, utiliser sans doute ces logiciels et ces moyens technologiques de manipulation de l'opinion publique. Bien sûr. D'ailleurs, je me permets d'ajouter un point. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais assisté à une conf call vidéo avec une dame qui s'appelle Betsy Hoover et qui était la directrice de campagne online de Barack Obama à l'époque. Bon, maintenant, elle nous expliquait clairement que suite à la donnée recueillie en ligne, ça leur permettait d'avoir des adresses mail, des contacts, des comptes Twitter, des comptes Facebook, des comptes Instagram, et pour lesquels ils envoyaient des messages, des mails, des piqûres de rappel, comme quoi il y aura tel événement du parti, il y aura tel événement, il y aura un speech de Barack Obama, etc., etc. Ça permettait d'avoir de l'inclusion digitale. Et maintenant, ce qui est différent avec la campagne de Donald Trump, c'est que par exemple, vous êtes un démocrate qui a voté Bernie Sanders, par exemple, on va vous envoyer un mail comme quoi la fondation Clinton a reçu $1 million de la part d'un pays du Golfe. Ou bien, si vous êtes un républicain un peu paranoïaque, on va vous fider à chaque fois cette idée que le mur va être construit pour vous protéger, par exemple, des Mexicains. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Ayman Cherragui également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. On parle donc avec vous de ce scandale Cambridge Analytica qui vient de faire perdre à Facebook des milliards de dollars en bourse, plus de 37 milliards de dollars il y a un peu plus de 48 heures. Cambridge Analytica, cette entreprise britannique qui, on le rappelle, est accusée d'avoir subtilisé 30 à 50 millions de données personnelles à des usagers de Facebook au profit de la campagne de Donald Trump. Elle aurait réussi à établir le profil psychologique de futurs électeurs américains et de les détourner de leurs intentions de vote à travers des mails ou la mise en avant d'articles de presse. On est donc bien loin des fake news, mais on est dans l'utilisation de données et pour établir un profil psychologique et des intentions de vote. On est donc passé de 2008 à l'utilisation des réseaux sociaux par notamment Barack Obama, c'est bien beau, c'est bien joli, à aujourd'hui, l'envers du décor. Amine Diouri, 10 ans plus tard, on découvre que Facebook, les réseaux sociaux, eh bien, ça peut être aussi dangereux et source de manipulation de l'opinion publique. Ça pose d'énormes questions et notamment sur la réputation et l'avenir de ce géant qui pèse plusieurs milliards de dollars aux États-Unis et qui compte 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Oui, effectivement, pour moi, ça pose deux questions. Alors, la première question concernant la protection des données personnelles. Les Européens et les Français s'en sont, à mon avis, bien
rendu compte, puisqu'il y a 2 lois qui sont, il y en a une qui va être appliquée, une qui va être votée. Concernant l'Europe, il faut rappeler qu'il y a quand même la nouvelle loi sur la protection des données qui s'applique à l'ensemble de l'Union européenne, mais également aux sous-traitants en dehors du territoire européen. Donc il y a déjà cette première loi qui sera applicable à partir de fin mai 2018 exactement. Et l'autre loi, c'est la loi justement sur les fake news que le gouvernement français veut faire voter très prochainement. Donc on voit clairement qu'aujourd'hui, enfin les différents gouvernements européens comprennent parfaitement l'enjeu justement de la protection des données et le fait de ne pas diffuser des fausses informations qui auraient pour objectif justement de manipuler l'opinion publique. Est-ce qu'ils le comprennent parfaitement ou est-ce qu'ils le comprennent pas assez vite? Parce que là, on est passé vraiment à autre chose. Là, c'est plus la fake news. Maintenant, c'est l'utilisation de données pour des fins politiques à travers l'établissement d'un profil psychologique. On est passé dans une autre dimension. Je pense qu'ils l'ont parfaitement compris. Ils ont compris 2 choses, les Européens. Et d'une, ils sont complètement dépendants d'un point de vue numérique des Américains. Oui. Et donc, ils ont fait une loi qui, justement, de protection des données, qui permet justement que ces lois ne partent pas n'importe comment chez n'importe qui. Ça, c'est la loi européenne qui rentre en vigueur. Maintenant, concernant Facebook à proprement parler, c'est clair qu'ils vont ils vont payer certainement de très fortes pénalités, sachant qu'à côté de ça, il y a également la question de la fiscalité, sachant aussi que l'Union européenne veut imposer les géants. Les GAFA à autour de 3% de leur chiffre d'affaires, donc ils seraient obligés de payer une fiscalité. Donc tout ça, évidemment, va impacter les résultats de ces géants mondiaux. Maintenant, je ne pense honnêtement pas que ça va remettre en cause leur existence. On a déjà vu des scandales bien pires. Je pense notamment dans le domaine automobile avec justement les DAS Auto, ouais, exactement, les DAS Auto les moteurs truqués qui ont payé de très fortes amendes et qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Bon, on va continuer à parler de Cambridge Analytica qui, d'après des révélations de la chaîne Channel 4 News, est accusée dans d'autres élections politiques, notamment ici sur le continent africain, mais avant sur les répercussions pour Facebook et pour Mark Zuckerberg en soi, parce qu'il pourrait très bien être appelé par le Congrès américain et par d'autres institutions politiques, voire économiques, très prochainement, Ayman Sheraghi. Et effectivement, d'ailleurs, elle est demandée par plusieurs sénateurs, notamment plusieurs sénateurs démocrates. Il y en a d'ailleurs le Parlement européen également qui pourrait très bien le saisir. Mais également le Parlement britannique, the House of Commons également en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, par exemple, c'est le sénateur en charge de la commission sur le renseignement qui souhaite auditionner Mark Zuckerberg. House of Commons en Grande-Bretagne, le Parlement européen également demande des explications. Ils demandent tous que un grand responsable, ou bien le plus grand responsable de cette firme gigantesque vienne s'expliquer devant les représentants du peuple pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas avec Facebook et pourquoi est-ce que ces sorties de données massives et leur exploitation continuent et qu'aujourd'hui il y a un danger sur la propriété privée qui est celle de la donnée personnelle, c'est les données à Facebook pour bien sûr pouvoir ouvrir des comptes et bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Comment est-ce que, et c'est vrai, et parfois on autorise d'ailleurs en cochant les j'accepte. C'est ça le problème, c'est qu'on autorise les GAFA à utiliser nos données. Malheureusement aujourd'hui nos données personnelles sont monétisables et c'est ça le plus gros des problèmes qu'on a. Il y a de l'argent derrière. Il y a énormément d'argent derrière, parfois à notre su, parfois à notre insu. Donc c'est la question des limites qu'il va falloir déterminer à l'avenir. Et c'est surtout cette limite éthique pour que la data puisse être utilisée par la suite en vue de manipuler d'ailleurs la personne derrière cette donnée elle-même. Par exemple, je déclare que j'aime par exemple telle marque, j'adore telle région, je suis pro ce candidat, etc., etc. Quelques mois après, je reçois une offre bien packagée, bien ciblée, bien déterminée, qui m'influence, qui me manipule parfois pour aller dans ce sens ou là pour faire cela. Aujourd'hui, je crois que c'est une forme d'hypnose digitale, une hypnose numérique sans rendre compte, à laquelle des millions d'utilisateurs peuvent faire face, surtout lors des moments comme les élections, par exemple, électorales. Alors Facebook a réagi dans un communiqué, la société de Mark Zuckerberg qui se dit scandalisée d'avoir été trompée
par l'utilisation des données de ses utilisateurs par Cambridge Analytica. Donc on verra les responsabilités qui seront déterminées à l'avenir par notamment la justice américaine. Mais ce qu'on apprend également par la chaîne de télévision britannique Channel 4 News, Amine Diouri, c'est que Cambridge Analytica a aussi utilisé des pots de vin, des espions britanniques ou des prostituées ukrainiennes pour piéger des responsables politiques. C'est donc Facebook qui est mis sur le banc des accusés, mais aussi cette société britannique. Oui, parce que effectivement, son rôle premier, c'est un rôle de communication politique. Et malheureusement, c'est vrai que ce milieu-là est un monde plutôt sale et les pratiques qui y sont faites sont également très sales. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on parle... Alors, on a parlé de pays où justement il y a eu des manipulations de cette société. On parle des élections au Nigeria, au Kenya, en République tchèque. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on parle également de détournement de données d'électeurs locaux. C'est un autre domaine. On est passé à un autre domaine qui est complètement différent, je pense. Voilà, donc c'est une vidéo du directeur de Cambridge Analytica, vidéo cachée qui a été diffusée par la chaîne Channel 4 News. Juste un dernier mot sur l'impact pour Mark Zuckerberg, en dehors du fait qu'il sera sans doute appelé à s'exprimer davantage sur ce scandale. On lui prête des intentions politiques, peut-être les prochaines élections présidentielles. Est-ce que là, avec cette affaire Cambridge Analytica, il va pouvoir franchement s'en relever, Mark Zuckerberg, Ayman Sharaghi? Je pense que déjà il a son dos bien couvert. J'imagine dans ce moment même où nous parlons, l'armada de ses avocats sont en train de rédiger et de monter des centaines d'arguments devant d'ailleurs ces commissions d'audition qui vont avoir lieu peut-être même dans les deux continents, l'Europe et les Amériques. Mais je pense que si effectivement il y a de la mauvaise foi de la part d'un sous-traitant ou bien de la part d'un partenaire, ou bien si effectivement Facebook se dit outragé, scandalé par l'usage des données personnelles de ses utilisateurs par une tierce personne, je pense qu'il est protégé. C'est juste un impact sur the brand, sur l'image, sur la manière avec laquelle ils doivent gérer les relations avec leurs partenaires économiques. Mais effectivement, les ambitions politiques aujourd'hui de Mark Zuckerberg ne sont plus à cacher, et je pense que cela n'affectera pas grandement la capitalisation boursière lorsqu'on dit qu'il a perdu, par exemple, la capitalisation boursière de Facebook a perdu 5 milliards 37 milliards de dollars et 5 milliards pour Mark Zuckerberg. Ça reste bien sûr des ponctuels, ça reste bien sûr des pertes ponctuelles, mais il faut attendre le dénouement des choses afin de voir, de rééquilibrer, afin que le marché puisse rééquilibrer la donne et voir quelle est la nette perte par rapport à ce sujet. Amine Diouri. Je pense que pour 2020 ou 2021, les prochaines élections présidentielles américaines, je crois que c'est mort pour lui, très clairement. Et je pense aussi que les Américains auront beaucoup de mal à oublier cette histoire, parce que la question des données personnelles, c'est quand même quelque chose de sacré chez les Américains. Donc, à mon avis, il peut oublier pour de longues années ses prétentions. Allez, dans quelques instants, on parle de lutte contre la contrefaçon au Maroc. La contrefaçon et les produits piratés en provenance du Royaume qui pèsent 1,27 milliard de dollars. C'est le dernier chiffre communiqué par l'OCDE. Peut-on en finir avec la contrefaçon? Comment fonctionne-t-elle aujourd'hui? Quel est son impact sur l'économie? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Allez, Amine Diouri, on ouvre le bal avec vous. Coup de gueule, coup de cœur aujourd'hui? Alors un coup de cœur, après la DGI, donc le tribunal de commerce s'y met à la digitalisation. Donc très prochainement, via une nouvelle plateforme, il sera possible de déposer ses bilans en ligne. Alors évidemment, c'est quelque chose qui me touche personnellement, mais c'est une très bonne chose parce que voilà, ça permettra d'avoir des données directement numérisées, et ça permettra plus facilement des comparaisons avec les données de la DGI notamment. On constate chaque année un écart assez élevé entre les dépôts auprès du registre de commerce et ceux de la DGI. À titre d'exemple, 2016, c'était 180 000 bilans déposés au registre de commerce et 260 000 bilans déposés auprès de la DGI. Donc ça permettra aussi de repérer ceux qui ne déposent pas de manière récurrente leur bilan. Ayman Sharaghi. C'est un coup de cœur ce matin, un coup de cœur pour la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026. À partir d'hier soir et ce matin, il y a une vague sans précédent de doutes dans plusieurs organismes de presse américains par rapport à la capacité des États-Unis à organiser cette Coupe du Monde. Il y a même le grand
et le fameux support USA Today, qui sort un article bien détaillé dans lequel il annonce que l'État de Chicago vient de sortir un communiqué comme quoi elle n'est pas prête pour accueillir des matchs de Coupe du Monde, mais également à travers les déclarations d'un officiel de la FIFA, une source qu'ils disent sûre, anonyme, que effectivement l'offre marocaine a su donner tous les contre-arguments par rapport à l'offre tripartite USA, Mexique et Canada. Donc je pense que c'est bien parti pour le Maroc et nous devons être de plus en plus confiants par rapport à notre capacité d'avoir l'organisation de cette Coupe du Monde. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Toujours avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet, Ayman Chiraghi, enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. On parle d'informel et de contrefaçon ce matin avec notamment ce chiffre de l'OCDE qui est sorti, 1,27 milliard de dollars. C'est le montant de la contrefaçon et des produits piratés en provenance du Royaume. Quel est le poids aujourd'hui de l'informel et de la contrefaçon, d'abord pour dresser le tableau, Amine Diori, au Maroc? Alors effectivement, l'OCDE concernant la contrefaçon, c'est-à-dire de manière claire, parce qu'on mélange souvent les deux, l'informel et la contrefaçon, c'est le non-respect de la propriété intellectuelle d'une entreprise. Et ça représente pour le Maroc 12 milliards de dirhams à l'export, selon l'OCDE. Concernant l'informel, il y a une étude du HCP qui a été publiée il y a quelques années et qui situait l'informel à environ 11,5% du PIB. Et près de 2,5 millions d'emplois de personnes qui travaillent dans des unités informelles. Dernière étude du HCP qui date de 2016. Exactement. Qui avait posé beaucoup de remous, en tout cas de déclarations politiques, parce qu'on constate, et notamment à travers des déclarations de manière officieuse de la part de fédérations interprofessionnelles, qu'il y a une tendance d'entreprises du formel à se tourner de plus en plus vers l'informel ces dernières années. C'est inquiétant tout de même, Ayman Chiraghi. Et ils essaient de le faire comme n'importe quelle entreprise pour pouvoir maximiser leur revenu, maximiser leurs gains. C'est vrai que ça donne froid au dos que des entreprises formelles puissent avoir de telles pratiques, mais si cela démontre une chose, c'est effectivement le contrôle insuffisant et parfois l'impunité devant tels agissements. Aujourd'hui, observons que le combat de la contrefaçon, il concerne uniquement les grandes villes et les zones marchandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, même sur Casablanca, dans un quartier qui s'appelle Ma'arif Extension, ou bien dans les zones où il y a les grands malls et les grandes surfaces de marchandes, là effectivement le contrôle il est beaucoup plus serré. Mais par contre, on part dans d'autres parties de Casablanca, on part à Haïm Mohammadi, on part à d'autres, ou bien dans d'autres villes, par exemple on part à Tiznit, on trouve que le contrôle est moins féroce, parce qu'aujourd'hui les détenteurs de la marque, d'ailleurs industrielle ou commerciale, ils essaient de se protéger dans leur fief marchand, etc. Mais l'événement n'est pas encore d'envergure nationale, et parfois les entreprises, ils peuvent se délocaliser et se passer de Casablanca à une autre ville, d'ailleurs, pour pouvoir échapper à cela. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a le défi de la généralisation du contrôle sur tout le territoire national, et il y a le défi également de pouvoir réduire la part de l'informel dans le pays. C'est vrai que l'arsenal juridique est en train de se développer, plusieurs contrefaçonniers sont en train d'opérer dans le noir le plus absolu. Maintenant, l'idée, c'est de plus on réduit l'informel, mieux on peut combattre la contrefaçon. Et il y a la tentative du statut sur l'auto-entrepreneur pour pouvoir adosser des personnes qui jusque-là... Qui sont tentées par l'informel ou qui sont dans l'informel pour se formaliser. Bien sûr, pour se formaliser à très faible coût et à travers une procédure administrative très allégée. L'idée maintenant, c'est que plus il y a des zones d'ombre, plus il y a de underground activity, plus la contrefaçon se développe. Amine Diori, on était bien content en 2008 lors de la crise à avoir l'informel. Aujourd'hui, on est moyennement content. Ouais. On tire un peu la langue. On est d'ailleurs en pleine course pour la présidence de la CGM. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un échec de la part de la CGM sur cette question de l'informel ces dernières années ? Alors, tout de suite, je voudrais quand même qu'on distingue bien... CGM et gouvernement. Oui. Parce que je vais répondre à la question, mais je voudrais d'abord qu'on distingue bien la contrefaçon de l'informel. Pour moi, ce sont deux phénomènes qui ont un même impact, puisqu'au final, ça affaiblit le tissu économique, ça détruit des emplois, mais les tenants aboutissants sont complètement différents. Alors, concernant la question de l'informel, c'est vrai que pour moi, il y a deux approches. Il y a effectivement l'approche économique qui est de dire ça détruit des emplois, ça fait une concurrence déloyale pour le secteur formel. Donc ça, c'est une approche défendue par la CGM et le ministre de l'Industrie.
Monsieur El Alami. Et de l'autre côté, il y avait l'approche Monsieur Ben Kiran, donc l'approche politique, qui était justement de dire si on n'avait pas eu d'informel en 2011, on se serait retrouvé dans la même situation que la Tunisie. Et à un moment donné, le ministère de l'Intérieur en 2011 avait eu comme consigne de ne pas intervenir, de ne plus intervenir auprès des commerçants ambulants, justement pour pas que ça dégénère. Et aujourd'hui, c'est vrai que, je tiens à le rappeler, on parle quand même de plus de 2,5 millions de personnes qui travaillent dans l'informel. Imaginez que demain, on détruise, enfin, qu'on lutte plus fortement contre ces unités informelles. Vous vous retrouvez avec 2,5 millions de personnes dans la rue, sans emploi. Ça risque de créer une tension sociale qui est qui sera très forte. Alors, comment finalement nos gouvernants ont décidé de réagir face à cela? Ils ont choisi l'approche économique, c'est-à-dire par plusieurs voies. D'abord, la création du statut de l'auto-entrepreneur. Maintenant, il faut quand même rappeler que l'objectif 2020, c'est la création de 100 000 auto-entrepreneurs contre quand même 1,6 million d'unités informelles. Donc on voit que à peine 10%. Ouais, à peine 10%, exactement. Et puis de l'autre côté, l'insertion de l'informel vers le formel, c'est fait aussi via des propositions fiscales et notamment la réforme de l'IS qui avait pour objectif de baisser le montant de l'IS payé, notamment avec la mise en place de l'IS progressif. Maintenant, il est évident que ça reste quand même clairement insuffisant. Je rappelle une chose très importante. Il y a eu d'autres mesures qui ont été faites, notamment pour pousser l'intégration de l'informel, et malheureusement, ça n'a jamais marché. Donc, on a eu des tentatives de structuration de marchés ambulants, justement, en 2015-2016. Exactement, mais ça, l'initiative royale, hein, exactement, qui a mis un peu boycotté cette inauguration d'un marché ambulant. Exactement. Ça pose encore d'énormes défis sur le marché de l'informel. Comment le pousser vers le formel, Ayman Charagui? C'est un défi aujourd'hui à la fois social, politique, budgétaire, économique et même avec un impact sur la position du Maroc sur la scène internationale. Le Maroc a signé plusieurs accords internationaux pour la lutte contre le contrefaçon et la lutte effectivement contre l'informel. C'est un chantier de base. Pourquoi? Parce que moi je fais partie de la classe moyenne. Bon, maintenant la classe moyenne aujourd'hui, c'est la catégorie de la population la plus taxée. Plus on réduit l'informel, c'est-à-dire plus effectivement l'État pourrait agrandir son assiette fiscale d'imposition. Et c'est-à-dire alléger un peu la pression sur cette classe moyenne. Si l'informel ne cesse de grandir, l'État automatiquement devrait piocher l'argent de la part du simple contribuable qui appartient à la classe moyenne et qui aujourd'hui maintenant constitue, et c'est la classe la plus taxée, et c'est la classe qui subit le plus de pression économique. Donc maintenant, dans un but d'équité sociale, de solidarité, si l'État veut être juste envers tous les Marocains, il doit combattre l'informel. Parce qu'aujourd'hui, comment dirais-je, l'informel, la contrefaçon. Excuse-moi, mais c'est deux choses différentes. Quand tu dis informel et contrefaçon, ce sont deux choses totalement différentes. La lutte contre l'informel, ça détruit notre tissu. Enfin, ça a une implication sociale qui est très forte, plus qu'économique. Je vais te donner un exemple, par exemple. Quand tu vois des marchands ambulants dans la rue, tu vois des policiers qui passent à côté. Les policiers, ils restent un moment en place, les marchands ambulants partent, mais il n'y a pas d'arrestation. Dès que les policiers sont partis, les marchands reviennent. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment lutter de manière forte contre l'informel, il va falloir aussi utiliser des manières plus coercitives que celles qui sont utilisées maintenant. Alors que la question de la contrefaçon, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler. C'est un autre problème. Malheureusement, on est à la frontière entre le formel et l'informel. L'OCDE rappelle quand même qu'en matière de contrefaçon, beaucoup de ces produits qui sont produits dans des zones franches, qu'elles bénéficient d'avantages fiscaux qui sont très importants, qui ne sont pas destinés à le départ. Exactement, qui ne sont pas destinés. Donc elles sont dans le domaine formel et malheureusement, par contre, là, ça pose des problèmes à l'international. Mais c'est une petite poignée d'entreprises. Maintenant, l'informel, il favorise la contrefaçon parce que c'est très difficile d'imaginer, même si cela arrive, mais ça reste très minoritaire. C'est très difficile d'imaginer une entreprise formellement créée, déclarée, enregistrée, en train de s'adonner à la contrefaçon. Parce qu'effectivement, l'informel qui donne cet espace humide, cet espace noir, cet espace underground, qui
permet de produire des produits contrefaçonnés. Et du coup, c'est un espace qui favorise la contrefaçon. C'est vrai qu'il y a des entreprises formelles qui le font, mais ça reste quand même minime et dérisoire. Le nombre d'ateliers de textile, le nombre d'ateliers de maroquinerie, fabrication de téléphonie, de logiciels piratés, etc. Ça se passe dans l'informel, ça se passe à Del Brelef, ça se passe dans les marchés, etc., etc. Ça se passe dans des environnements, comme j'ai dit, qui aujourd'hui ne sont pas officiellement déclarés et enregistrés et qui échappent à tout contrôle. C'est pour ça que je parle de frontières entre les deux, mais En tout cas, la question méritera d'être abordée dans un autre numéro des Décodeurs Atlantiques. On reparlera bien évidemment de la contrefaçon de manière plus globale. Merci beaucoup, messieurs. Amine Dury, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. À très bientôt. Ayman Siraghi également, à très bientôt. Enseignant consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Vous restez avec nous. 10h10, c'est les Experts Atlantiques, votre émission citoyenne. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.